En cette période de pénurie de logements en France, il y a un sujet qui commence à prendre de l'ampleur, c'est le logement social. Et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des mails au sujet du logement social. Et en regardant ça, eh bien, je peux vous dire que quand on met son nez dedans, on s'aperçoit qu'il y a un véritable scandale du logement social en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y a un véritable scandale du logement social en France. Et je vais vous montrer, eh bien, alors déjà, je veux remercier ceux qui m'ont envoyé des mails. Donc, il y a Olivier, il y a Vianney, il y a Julien. Il y en a d'autres, mais malheureusement, j'ai perdu les mails. Mais voilà, il y a ces trois-là. En ce moment, j'ai beaucoup de retard sur mes mails. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais la modératrice, que ceux qui sont habitués des directs connaissent, est actuellement en période d'examen. Donc, elle n'est pas là. Je me retrouve tout seul et c'est franchement galère. Du coup, voilà, j'ai beaucoup de retard dans mes mails. Je suis désolé. Mais donc, j'ai reçu beaucoup de mails sur les logements sociaux et c'est pour ça qu'on va parler des HLM. Parce que vous allez voir qu'il y a un véritable scandale sur les HLM. On démarre. Le débat sur l'accessibilité du logement social en France prend une nouvelle ampleur alors que le gouvernement envisage des réformes pour mettre fin à ce qu'il considère comme le logement social à vie pour certains ménages. Et vous allez voir que vraiment, il y a un logement social à vie pour certains ménages. Le gouvernement n'a pas tort là-dessus. Vous allez voir que pour perdre son logement social, il faut vraiment gagner des sommes gigantesques, probablement plus que n'importe lequel d'entre nous. Vous allez voir que c'est impressionnant. Quand vous avez réussi à choper un logement social, on n'arrive plus à vous le faire. Pardon. On regardera les chiffres tout à l'heure. Et puis, on verra aussi qu'il y a vraiment quelque chose que le gouvernement ne veut pas dire, pour pas faire le jeu des extrêmes peut-être. Le gouvernement ne veut pas dire, que personne veut dire, mais qui est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce du logement social. Et on le verra tout à l'heure avec des stats sur le logement social qui sont limpides. Cette initiative soulève des questions cruciales sur la nature même du logement social et son rôle dans une société en constante évolution sur le plan économique et démographique. Le logement social, conçu pour offrir des solutions abordables à ceux qui en ont le plus besoin, repose sur des plafonds de revenus pour déterminer l'éligibilité des ménages. Mais vous verrez que une fois que vous êtes passé une fois, vous êtes tranquille. Alors, quels sont les plafonds de revenus? Ces plafonds, récemment actualisés, fixent des limites strictes pour garantir que seuls les ménages aux revenus modestes bénéficient de ces logements à loyer réduit. Mais encore une fois, c'est pour l'entrée, parce que vous allez voir qu'après, on fait ce qu'on veut. Enfin, vous allez voir qu'après, pour partir, ça devient quasiment impossible. En 2024, par exemple, une personne seule vivant à Paris ne doit pas dépasser 26 044 euros de revenu fiscal annuel pour être éligible à un logement social. Tandis que dans d'autres régions, ce plafond est fixé à 22 642 euros. Cependant, la question se pose lorsque les revenus des locataires dépassent ces seuils établis. Actuellement, la législation permet de réévaluer périodiquement les ressources des locataires du parc social, avec des conséquences directes sur leur statut résidentiel. Si les revenus dépassent les seuils de manière significative, les locataires peuvent être confrontés à un surloyer ou même à l'expulsion de leur logement. Alors, j'ai voulu voir ce qu'étaient ces montants. Parce que le ministre, lui, je vais vous le lire, le ministre du Logement, Guillaume Casparian, a souligné la nécessité de réexaminer cette politique, estimant que 8% des locataires des HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils le demandent aujourd'hui. Cette réflexion nécessite une tension entre la nécessité de garantir un accès équitable au logement et la réalité économique de la vie quotidienne. Bon, donc d'après le ministre, il y a 8% des gens qui ne pourraient pas avoir un logement social.
Qu'est-ce que ça veut dire 8 des gens? Qu'est-ce que ça, représente, exactement? Eh bien, 8 des gens, je suis en train de chercher, voilà. 8 des gens que l'on devrait faire partir du logement social, ça représente 400 000 familles. Donc, je n'ai pas le chiffre en ma possession, mais s'il est véridique, cela veut dire que le ministre a pour projet de nous demander d'expulser 400 000 familles rapidement de leur HLM. Donc il y a 400 000 familles, d'après le ministre, qui aujourd'hui occupent une place HLM et qui ne devraient pas l'occuper. Donc vous avez déjà 400 000 appartements qui devraient être libres, d'après le ministre. Vous allez voir que 400 000, que ce que dit le ministre, je ne sais pas d'où il tire son chiffre de 400 000, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour être viré d'un HLM, il faut gagner beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Et là, je suis allé chercher sur Twitter, puisque quelqu'un a justement posté les différentes demandes, euh, demandes de HLM. Alors, excusez-moi, oui, pardon. La personne là, qui disait 400 000, c'est la directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. L'USH, c'est Marianne Louis. Donc c'est Marianne Louis qui dit ça fait 400 000 familles, le ministre exagère, le ministre se trompe. Vous savez que je ne suis pas pro-gouvernement, donc n'allez pas me dire dans les commentaires, tu fais le jeu du gouvernement. C'est pas du tout ça. Vous allez voir que effectivement, quand on rentre dans un HLM pour en repartir, c'est quasiment, vous ne repartez quasiment jamais. Et c'est vrai que ça crée du coup un véritable bouchon. Regardons exactement de quoi on parle. Alors, les plafonds d'accessibilité aux logements sociaux en France. Il n'y a pas de notion de patrimoine, comme on peut le noter. Je pense, à titre perso, que ça devrait être le cas. Et effectivement, on pourrait imaginer quelqu'un qui a un énorme patrimoine, qui pourrait s'acheter son logement. Mettons que j'ai 1 million ou même 300 000 euros de patrimoine, ce qui me permet d'acheter mon appartement, d'acheter ma maison, puisque j'ai 300 000 ou 1 million d'euros de patrimoine. Il n'y a pas de raison que j'occupe un logement social. Si j'ai 300 000 euros, si j'ai 1 million, je peux m'acheter mon appartement et c'est pas à l'État de me fournir un logement social. Bon, donc déjà, c'est vrai que c'est un véritable problème, à mon avis, que ça soit pas pris en compte. Mais regardez les limites de ressources en 2022. À Paris, alors c'est suivant la catégorie, le nombre de personnes dans le ménage. Donc les PLS correspondent à ceux du prêt locatif à usage social majoré de 30%. Donc on est sur Paris à 33 859 euros. Sur l'Île-de-France, 33 857. Sur les autres régions, on est à 29 435. Et plus on monte, vous voyez, on arrive jusqu'à 100 000 euros quand on est dans une catégorie de ménage avec 6 personnes. Donc ça commence à devenir des sacrés revenus. Pour le revenu net, il faut diviser par 0,9. Donc, une personne seule. Une personne seule sur Paris, il faut qu'elle gagne 37 618 euros. C'est relativement tranquille. Ça, c'est les limites. C'est les limites de plafond. Donc, 37 618 euros pour une personne seule en Île-de-France. Sur les autres régions, c'est 32 000 euros, 32 705. Outre-mer, 29 434. Quand on prend un couple avec 2 enfants, on est à 87 996 euros. 87 996 euros un couple avec 2 enfants.
Quand est-ce que vous quittez votre HLM? On va continuer pour l'histoire des donc vous voyez là déjà, bon, on est sur des gens qui gagnent quasiment 100 000 € à deux, hein. Bon, moi je veux bien qu'on me dise que c'est des personnes qui méritent un HLM, mais faut quand même pas trop déconner non plus quand même. Donc forcément, quand vous faites ça, si vous voulez, vous sortez de la base HLM des gens qui le méritent. Enfin, qui le méritent. Il n'y a pas de mérite à être pauvre, mais vous voyez, qui devraient en bénéficier, vous les sortez, enfin, vous les empêchez d'arriver à obtenir un HLM. Et c'est un véritable problème. Bon, très honnêtement, enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais très honnêtement, l'avenir du logement, c'est pas le HLM, hein. Le HLM, ça devrait être uniquement pour des périodes transitoires, extrêmement transitoires. Et il faudrait tout simplement libéraliser le marché totalement pour qu'il y ait suffisamment de choses à louer, suffisamment de biens à louer, et des biens de toute taille qui conviendraient aux demandes de la population. Et à partir de ce moment-là, vous n'auriez quasiment plus besoin de HLM. Le HLM devenant à ce moment-là quelque chose de transitoire qui est assez normal. Encore une fois, hein, notre problème, si on n'a pas assez d'immobilier et si l'immobilier est très cher en France, c'est d'abord parce qu'on a des lois totalement imbéciles, des lois d'écologistes totalement imbéciles, hein, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Fédération française du bâtiment qui dit que bah, ils construisent des choses beaucoup trop chères, du coup il n'y a pas d'acheteurs, mais beaucoup trop cher. Pourquoi? Bah, ils le disent. Zéro artificialisation des sols, ça fait que le foncier est devenu extrêmement cher. Le foncier était déjà très cher parce que vous mettiez le foncier dans les mains des maires. Et comme vous mettez le foncier dans les mains des maires, et qu'un maire qui construit, c'est un maire qui est battu, et ben vous avez de moins en moins de trucs à acheter. Enfin, vous avez moins en moins de foncier disponible. Donc déjà, vous voyez, c'était déjà une erreur, mais en plus avec la zéro artificialisation des sols, eh ben, vous augmentez énormément le prix du foncier. Et deuxième chose que nous fait remarquer la Fédération française du bâtiment, c'est toutes les normes écologiques. À chaque fois que vous rajoutez des normes, les normes pour handicapés, les normes pour l'écologie, les normes pour ceci, les normes pour cela, eh bien, vous augmentez le prix du bâtiment. Je ne sais pas, je vais vous prendre les normes handicapées. Vous devez avoir l'ensemble des immeubles construits qui sont accessibles totalement aux handicapés. OK, mais des gens en fauteuil roulant, il n'y en a pas non plus. Je veux dire, tout le monde n'est pas dans un fauteuil roulant. Donc, se dire, voilà, il y a dans la population française, il y a 6% ou 4% ou 2% de gens qui ont un fauteuil roulant, eh bien, il faut qu'il y ait 6%, 4%, 2% de logements qui soient obligatoirement accessibles aux handicapés. C'est pas compliqué, vous voyez. Et à ce moment-là, vous faites baisser beaucoup le prix de l'immobilier. Alors certes, les handicapés n'auront pas un choix pléthorique de logements, mais en fait, vous êtes en train de pénaliser l'ensemble de la population pour une toute petite minorité. Donc il faut que cette minorité ait accès à des logements, on est d'accord, et donc dire, voilà, il faut un pourcentage des logements qui soient accessibles aux handicapés, c'est parfaitement normal et c'est parfaitement justifié, mais il faut aussi penser à la majorité qui n'a pas à avoir des logements encore plus chers à cause de ça. Et c'est la même chose avec les normes écologiques. C'est très bien de mettre des normes. Mais c'est toujours pour le bien qu'on fait ce genre de choses, mais de mettre des normes écologiques. Mais si vous augmentez énormément le prix des logements, ah, les gens, ils seront certainement pleins d'écologie, mais ils n'auront pas de quoi se loger. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est débile. Vous devez absolument, vous savez, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo. Et puis, vous devez retirer, excusez-moi, je m'embrouille, mais vous devez aussi retirer toutes les différentes normes que vous mettez. Je l'ai dit dans une vidéo hier, il me semble. Au Japon ou en Corée du Sud, je ne me rappelle plus. Au Japon ou en Corée du Sud, il y a des logements de 4 mètres carrés. Alors certains d'entre vous vont bondir sur leurs fesses en disant, mais on peut quand même pas loger les gens dans 4 mètres carrés, c'est indigne. Ces logements de 4 mètres carrés se coûtent 50 euros, pas l'équivalent de 50 euros par mois. 4 mètres carrés, 50 euros par mois. Qui loge dans ces logements de 4 mètres carrés? Les très très pauvres, c'est-à-dire les gens qui, en dehors de ça, ont comme seul logement les ponts. C'est-à-dire les gens qui dorment dehors, c'est les clodos. Pour le dire vite, c'est les clodos qui dorment dans ces logements de 4 mètres carrés. Et donc le choix que l'on a,
qu'a choisi la Corée du Sud ou le Japon, je ne me rappelle plus, c'est de dire, bah, en fait, soit ces clodos, ils vont dormir sous les ponts, et dans ce cas, ils ont froid, ils ont absolument rien, ils ont froid, ils peuvent se faire tabasser, ils peuvent se faire dépouiller, et ça arrive régulièrement. Soit on leur permet d'avoir ce genre de logement, et ce genre de logement, eh bien, ils dorment à peu près au chaud quand même, parce que c'est plus chaud que sous un pont, à l'abri, parce que c'est couvert. Ils peuvent laisser leurs affaires dans la journée, donc ils ne se font pas dépouiller constamment. Et donc, ils ont une certaine sécurité, une certaine chaleur, un confort minimum, d'accord, mais c'est plus confortable que sous les ponts. Et ça leur coûte 50 euros. Et donc, en fait, nous, en bannissant, par exemple, les logements de moins de 9 mètres carrés en France, en mettant toujours des normes supplémentaires sur ce qu'on appelle un logement correct, eh bien, en fait, on a supprimé tous ces logements. Mais tous les pauvres, tous les gens dans la nécessité qui dormaient dans ces logements, ils dorment où maintenant? Parce qu'il n'y en a pas un seul d'entre eux, mais pas un, qui se disait, je vais dormir dans 5 mètres carrés, dans 7 mètres carrés, parce que ça me fait plaisir. Il le faisait par nécessité, par manque de logement, par manque d'argent. Donc maintenant, ils dorment où? Ben, soit ils dorment dehors, hein, vous circulez dans Paris, vous allez voir les tentes. Il y a des tentes dehors dans Paris. Donc, soit ils dorment dehors maintenant, soit ils prennent des logements sociaux, mais on en manque déjà énormément de logements sociaux, soit, soit je ne sais pas très bien où, ce qu'on a pu en faire. Donc, vous voyez, en fait, toutes ces normes qui font que, que l'on prend pour le bien, parce que c'est toujours pour le bien, mais ce sont des normes qui vont à l'encontre de du réel. Hein. Vous connaissez le proverbe, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met des bonnes intentions. Ça serait mieux que les gens habitent dans des logements de plus de 9 mètres carrés. Ça serait mieux que les gens habitent dans des logements bien isolés. Ça serait mieux que les gens aient accès à une douche dans leur logement. Ça serait mieux que les gens, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que du coup, vous renchérissez le coût du logement automatiquement. Vous bloquez tout ce qui est logement social parce que ça fait beaucoup trop de logements qui disparaissent du marché à cause des normes, etc. Donc, beaucoup trop de logements disparaissent du marché. Vous avez le logement social qui est complètement saturé. Et les pauvres, les vraiment pauvres, se retrouvent dans la rue. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, pour moi, le logement social, on va continuer à regarder un peu, mais si vous voulez, pour moi, le logement social, ça serait uniquement un logement de transition. Il en faut un minimum, mais vraiment un minimum. C'est-à-dire que l'idée, c'est un logement de transition en attendant que les gens aient trouvé un logement. Et pour que les gens trouvent un logement, il faut tout simplement libéraliser le marché, permettre aux propriétaires de louer des logements de 4 mètres carrés, comme au Japon ou en Corée du Sud, à moins que vous me disiez que le Japon et la Corée du Sud, ce sont des pays du tiers-monde. Hein. N'hésitez pas, j'aimerais avoir ce genre de commentaires. Hein. Je pense qu'on vit quand même pas mal au Japon et en Corée du Sud. Donc, accepter ce genre de logement de 4 mètres carrés pour vraiment ceux qui en auront le plus besoin. Voilà. Alors, j'allais dire les clodos, mais pas forcément. Après tout, on peut avoir un étudiant. Vous savez qu'actuellement, 10% des étudiants logent dans une tente pour pouvoir suivre leurs études. 10% des étudiants dorment dans une tente pour pouvoir suivre leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Une tente ou ce genre de logement de 4 mètres carrés? Donc, si vous voulez, voilà, il faut totalement libéraliser, laisser les gens offrir le logement qu'ils veulent. S'il y a des clients en face, s'il y a des locataires qui sont prêts à payer des logements de mauvaise qualité, entre guillemets, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour louer plus grand, pour louer mieux, pour louer plus agréable. Mais le fait d'interdire ces logements ne va pas subitement leur créer de l'argent. Donc, il faut complètement libéraliser. Et même chose sur le foncier, même chose sur la construction. La construction, il faut laisser les gens construire tranquillement. Donc, il faut retirer ça des maires et à la limite le mettre au préfet ou tout simplement dire tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est-à-dire que vous voulez construire à cet endroit-là, vous avez acheté le terrain, construisez.
Sauf si vous êtes sur un endroit interdit qui serait une réserve naturelle, qui serait un endroit inondable, etc. Mais sinon, vous avez acheté le terrain, le permis de construire, c'est automatique. Vous l'avez. Construisez. Et arrêtez ces bêtises de normes qui font qu'on construit trop cher, comme le zéro artificialisation ou toutes les normes que j'ai citées, qui font qu'on construise trop cher. Et du coup, vous construirez beaucoup moins cher. Et si vous construisez beaucoup moins cher, eh bien, vous aurez des propriétaires qui se diront, bon, bah là, vu l'endroit où c'est situé, je suis près d'une cité ou je suis près de tel ou tel endroit, vu la qualité du logement, on va construire un truc pas cher et on va pouvoir le louer pas cher. Et ça va prendre le relais de ce qui est actuellement le logement social et qui est complètement saturé. Bon, on va continuer le trade, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, le logement social ne peut être qu'un logement intermédiaire. J'ai eu un problème dans ma vie, je perds mon logement pour X raison, et je suis logé là en attendant de trouver mieux dans le privé, parce que enfin, vous allez voir, ça ne marche pas le logement social. Allons-y. Alors, le surloyer. Le surloyer arrive à partir du moment où vous dépassez le plafond de ressources de 20%. Voici donc le tableau à partir duquel vous pouvez payer un surloyer toujours en salaire net. Une personne seule, 45 000 euros de revenus. Vous payez un surloyer en France quand vous êtes à 45 000 euros de revenus. Un couple sans enfant, 67 000 euros de revenus. Je suis sûr que la plupart d'entre nous ne gagnent pas 67 000 euros, même en couple. Un couple avec un enfant ou un parent seul avec 2 enfants, 88 000 euros de revenus pour payer un surloyer en Île-de-France. Et un couple avec 2 enfants, 105 000 euros de revenus pour payer un surloyer en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui payent des surloyers en France? En fait, ce n'est pas des HLM, c'est des HLM pour rentrer dedans, mais une fois que vous êtes dedans, vous pouvez y rester toute votre vie. Parce que honnêtement, il y a combien de couples avec 2 enfants qui gagnent plus de 105 000 euros en France? À partir du dépassement du plafond de 50%, vous perdez votre droit au maintien dans les lieux et vous pouvez être amené à rendre le logement. Voici donc le tableau à partir duquel vous pouvez être sorti d'un logement social en salaire net. Pour une personne seule à Paris ou en Île-de-France, 56 428 euros par an. Pour une personne seule. Il y a combien d'entre nous qui gagnent 56 000 euros par an? Les gars, c'est des cadres. C'est au moins des cadres. Couple sans enfants, 84 000 euros. En plus, c'est des encouragements à ne pas travailler parce que vous imaginez, le couple ou le mari, le monsieur gagne 70 000 euros. C'est un salaire de cadre, de bon cadre. Voilà, ce n'est pas un cadre génial, c'est un bon cadre. Il gagne 70 000 euros par an. 5 000 euros par mois. Un peu plus, 5 500 par mois. Bon. 70 000 euros par an. Ils n'ont aucun intérêt à ce que madame travaille. Mais aucun. Il faut qu'elle ne bosse pas pour pouvoir garder le logement HLM dans lequel ils habitent. Donc, vous voyez, en plus, c'est des incitations à ne pas bosser, quoi. Couple avec un enfant, 110 000 euros par an. Et couple avec 2 enfants, 132 000 euros par an. Combien d'entre nous gagnent 132 000 euros par an en couple? Combien? En fait, il n'y a aucune chance que vous fassiez virer d'un HLM. Ça n'arrive jamais. Les plus de 65 ans ne sont jamais obligés de rendre leur logement, quel que soit leur revenu. Donc, un retraité de plus de 65 ans qui vit avec son épouse, elle aussi retraitée de plus de 65 ans, ça fait un bout de temps que leurs enfants sont partis, mais ils gagnent à eux deux plus de 100 000 euros par an. On ne leur demandera pas de quitter leur logement social. Social en principe, je rappelle, le logement. Social.
Donc, vous pouvez aller voir... Ah oui, pardon. C'est les revenus des ménages selon l'INSEE. Donc, on voit, pour être dans les... jusqu'au décile 9, donc le décile 9, c'est les revenus, c'est les 90% de la population. 90% de la population, hein. Il faut un revenu annuel pour être dans les 90% qui va jusqu'à 62 250 euros. Ça, c'est pour être dans les 90%. Quand vous regardez pour quitter votre logement social, si vous êtes une personne seule, il faut être à 56 000 euros. Donc 56 000 euros, ça veut dire que vous faites 80% de la population française, 80% de la population française peut rester dans son logement jusqu'à social, jusqu'à sa mort. 80% de la population française. Vous voyez, on est sur des chiffres, et je dirais même que personne seule, c'est 56 000 euros pour ne plus avoir le droit au logement social. Et vous voyez que le revenu annuel moyen du décile 9, c'est 57 000. Donc, quasiment 90% de la population peut rester tranquillement dans son logement social. Est-ce que c'est encore un logement social quand 90% de la population peut encore y rester? Alors, allez voir les différents chiffres hein, dans le truc, mais il faut bien comprendre que ça ne peut pas fonctionner si 90% de la population peut rester, de la population française peut rester dans son HLM. C'est évident que le système ne peut pas fonctionner. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer et qui, moi, m'a frappé. Donc, c'est des statistiques de Marc Vanguard. C'est toujours sur Twitter, même chose, je vous ai mis dans le truc. C'est en fait quelque chose dont, alors là, personne n'en parle. Là, de manière surprenante, personne n'en parle. On a un problème du logement social en France. Il n'y a pas assez de HLM. Soit. Mais dans ce cas, qui occupe les HLM? Et quand vous regardez, 13% des non-immigrés vivent en HLM. Donc 13% des Français vivent en HLM. C'est 2 fois plus concernant les immigrés. 31% des immigrés habitent en HLM. Et c'est 3 fois plus concernant les immigrés africains. 47% des immigrés originaires d'Afrique habitent en HLM. 13% de la population française, 47% des Africains venant en France. Est-ce que ce n'est pas un problème? Ça ne serait pas du tout un problème si vous n'aviez pas de... Je vous laisse un peu les chiffres pour que vous puissiez regarder. Mais ça serait pas... et vous voyez, quand vous regardez les immigrés d'origine d'Europe, c'est 15. Donc c'est très proche de la population française. Population française, 13%. Immigrés d'origine d'Europe, 15. C'est la même chose. On peut dire que c'est quasiment la même chose. 47 pour ceux qui viennent d'Afrique. Ça ne serait pas un problème s'il n'y avait pas de problème de logement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème de logement, que les immigrés soient comme ça surreprésentés en logement social, on s'en fout, quoi. C'est pas un problème. Mais à partir du moment où il y a un problème de logement, moi, je m'interroge sur la pertinence de ça. C'est-à-dire que globalement, est-ce qu'il n'y a pas un devoir de donner prioritairement accès au logement social aux Français? Ou est-ce que c'est facho de le dire? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai un raisonnement de facho, parce que je dis qu'il faut donner la priorité des logements sociaux aux Français, aux nationaux. Mais moi, je me pose vraiment la question. Vous voyez, alors ça, c'est quelque chose que le gouvernement ne veut pas regarder, qu'il ne veut pas dire. Mais pour moi, il y a vraiment un problème. Vous voyez, les deux problèmes du logement social, c'est qu'une fois que vous rentrez dans le logement social, vous n'en ressortez plus jamais. On voit s'il faut gagner plus d'être dans le dernier décile, donc dans les 10% des Français les mieux payés de France, il faut être dans les 10% des Français les mieux payés de France pour quitter son logement social. S'il faut en être là, bah, on voit bien que personne n'en parle.
Donc le logement social, en fait, c'est un logement où une fois que vous êtes installé, plus personne ne vous fera bouger. Vous y resterez jusqu'à la fin de vos jours. Et donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, 47 des immigrés d'origine d'Afrique habitent dans ces logements sociaux alors qu'on a un manque de logement social. Et puis, enfin, la réponse libertarienne au logement social, ça serait de dire: «Le logement social, c'est un logement de transition». C'est-à-dire que c'est pour les nationaux qui ont une mauvaise passe, les immigrés qui viennent juste d'arriver en attendant qu'ils trouvent mieux et ce logement de transition, il doit servir de transition et donc permettre aux gens de trouver un logement dans le parc immobilier privé. Donc je fais un logement social, je limite énormément, drastiquement en revenus, mais drastiquement, c'est-à-dire que si on reprend là voilà, le premier décile, donc les 10% des Français les moins bien payés gagnent jusqu'à 17 820 euros. Le troisième décile, c'est 21 670 euros. Et ben, je décide que au-delà de 21 620 euros, vous n'avez plus le droit au logement social. Ça fait quand même quasiment 30%, ça fait 20% des Français qui peuvent avoir accès au logement social. 2 Français sur 10 ont accès au logement social comme ça me paraît très bien. Donc on met la bonne réponse libertarienne, ça serait de dire: «Bah, écoutez, pour un axe de transition, donc c'est plafonné à 2 ans, vous n'y avez le droit pas plus de 2 ans. Vous avez le droit, sauf jusqu'à ce que vous gagniez 21 670 euros, pas plus. Si vous êtes au-delà, par personne, hein, par personne. Si vous êtes au-delà, vous quittez le logement social. Et donc comme ça, déjà, vous avez réservé des logements sociaux vraiment à ceux qui en ont besoin. Et ensuite, il faut permettre au parc privé de grandir. Et permettre au parc privé de grandir, c'est dire, un, vous avez automatiquement l'autorisation de construction. Quoi qu'il arrive, le permis de construire, il est automatique, sauf dans certaines zones. Vous voyez, par exemple, j'ai le droit de construire partout, sauf en zone inondable. J'ai le droit de construire partout, sauf dans les parcs et jardins, enfin, vous voyez, dans les parcs naturels. Voilà. Sinon, partout ailleurs, c'est une autorisation automatique de construire. Et je retire, comme ça, vous allez développer beaucoup la construction, et je retire automatiquement le, et si vous voulez, les constructeurs, les promoteurs immobiliers veulent vendre leurs appartements. Donc, ils ne vont pas construire des tours au milieu de la Corrèze, vous voyez. Ils ne vont pas construire des tours au milieu des champs, hein, parce qu'ils savent bien que leur immeuble, il faut le raccorder à l'électricité, il faut le raccorder à l'évacuation des eaux sales et aux égouts. Et donc, ils savent bien que un immeuble, on ne peut pas le construire n'importe où. Donc, il faut aussi faire confiance au fait que le promoteur n'est pas débile et qu'il n'a pas envie de construire un immeuble paumé quelque part où personne n'ira jamais acheter ses appartements parce que c'est paumé quelque part et qu'il n'y a pas d'électricité. Donc voilà. Donc, il faut... Mais donc, autorisation de construire automatique et l'interdiction devient l'exception. Et ensuite, vous retirez les normes, comme ça vous construisez beaucoup, pardon. Vous retirez toutes les normes, comme ça, en retirant toutes les normes, ou en laissant, et je sais pas, mettons qu'il y a 4% d'handicapés, vous devez obligatoirement dans un immeuble avoir 4% des logements accessibles aux handicapés. Voilà. Mais vous retirez quasi toutes les autres normes, vous les retirez. Et à partir de là, vous allez avoir de la construction de logements chers avec des trucs nickel, avec de l'isolation impeccable, etc., d'appartements qui vont se vendre cher à des gens qui ont les moyens d'acheter cher ou de louer cher après. Vous allez avoir aussi des logements pas chers, enfin, des logements moyens pour la classe moyenne et puis des logements pas chers du tout pour ceux qui n'ont pas du tout d'argent. Et tout ça va se construire. Et enfin, si vous avez effectivement retiré toutes les normes type DPE, etc., ou les espaces minimums, eh bien, vous allez avoir des logements de 4 mètres carrés pour le clochard ou pour celui
qui est vraiment, vraiment en difficulté, qui va avoir 50 € à mettre, mais qui vont être plus confortables qu'une tente dans la rue ou que de dormir sous les ponts. Vous allez avoir des logements pour la classe moyenne inférieure, vous aurez des logements pour la classe moyenne moyenne, qui sont les logements actuels. Mais vous allez pouvoir avoir des propriétaires qui vont décider, tiens, tel logement pour la classe moyenne inférieure, c'est très bien, tel logement pour les pauvres, c'est impeccable. Moi, je vois à Paris Centre, vous avez plein de ce qu'on appelle les chambres de bonne. Les chambres de bonne, on les appelle comme ça parce qu'avant, on logeait les bonnes là-bas. Donc, c'est des logements qui sont sous les toits, qui sont généralement de 9 mètres carrés, avec les toilettes qui sont sur le palier. Donc, vous avez, je sais pas, une dizaine de logements dans l'immeuble haussmannien. Les toilettes sont sur le palier et à l'intérieur, il y a la place ça fait un peu moins de 9 mètres carrés. Vous avez un lit et un lavabo, quoi. Voilà, une douche maximum, mais vraiment grand maximum. Bon, on est d'accord, c'est pas merveilleux comme logement. Seulement, si vous libérez tous ces logements, vous allez voir qui sont interdits actuellement de louer. Vous allez voir que vous allez trouver un nombre de logements étudiants énorme, énorme, parce que ça convient parfaitement aux étudiants. Et ou comme logement de transition à quelqu'un, ou comme logement. Moi, je me souviens, quand j'habitais encore Paris, dans mon immeuble, comme ça, il y avait un Algérien, je crois, ou un Tunisien, enfin, quelqu'un d'Afrique du Nord, qui avait une cinquantaine d'années, qui logeait comme ça dans un petit logement de rien du tout. Il envoyait, lui, il gagnait sa vie, je ne sais pas comment, mais finalement, son idée, il devait tenir une épicerie, ou comme c'était l'habitude à l'époque quand j'étais ado. Et il envoyait une grande partie de ses revenus dans son pays, à sa famille, et lui-même, pendant les vacances, retournait toujours au bled pour vivre avec sa famille. Donc au bled, il vivait très très bien et tout allait bien et la famille gagne de l'argent. Lui, il logeait à Paris dans un truc tout petit, mais il était tout seul et ça lui permet peut-être d'économiser plus ou d'envoyer plus au bled. Mais vous voyez, vous avez ça plus les étudiants. En fait, vous avez toute une population qui seraient intéressés par genre de logement et à qui on interdit d'accéder à ce genre de logement. Mais toute cette population, en fait, vous la retrouvez soit sous la tente, je vous ai dit, 10% des étudiants n'avaient pas trouvé un logement au début de leurs études, donc dormaient sous la tente au début de leurs études. Vous avez eu, donc il y a besoin de ces logements-là. Et puis, les autres personnes, ils ont le choix entre les ponts ou espérer une place en logement social. Mais comme en plus en logement social, vous avez complètement bouchonné les trucs en disant que tout le monde y avait accès et qu'une fois qu'on y était, on n'avait aucune chance de s'en faire sortir, bah que globalement, vous avez un véritable problème immobilier. Bon, voilà, j'étais un peu long sur cette vidéo, mais je trouvais que c'était intéressant de voir que le problème de l'immobilier, en fait, il peut se régler de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Il faut vraiment libéraliser le monde de l'immobilier pour permettre, en fait, de créer du logement et ça peut aller extrêmement vite. C'était pour ça que je vous parlais de Paris et des chambres de bonne de Paris. C'est parce que ça peut aller extrêmement vite. Vous avez dans un immeuble haussmannien où vous avez actuellement, je crois que c'est 5 étages, donc 5 appartements. En haut, vous avez au minimum 5 chambres de bonne, voire 6, voire une dizaine. Hein. Donc vous imaginez par immeuble, 5 chambres, donc 5 logements supplémentaires créés dans tout Paris, ou quasiment tout Paris, tout le Paris haussmannien en tout cas. C'est énorme, c'est gigantesque. Mais ça, vous pouvez le faire, mais comme ça, en supprimant une réglementation. Vous voyez le nombre de logements étudiants que vous créez, mais immédiatement. Donc en fait, ça peut aller extrêmement vite. On peut régler les problèmes extrêmement vite. Et derrière le logement social, vous le réservez à ceux qui gagnent, aux 10% ou aux 20% de la population, qui gagnent le moins d'argent. Et surtout, vous le mettez transitoire, c'est-à-dire dire aux gens, écoute, OK, tu gagnes pas énormément d'argent, tu gagnes 21 000 €, mais d'une part, on va t'empêcher de te coincer dans ces 21 000 € que tu gagnes, à pas vouloir gagner plus pour pas perdre ton logement social. Donc ça, on le supprime en disant, bah, tu as une limite de 2 ans, donc quoi qu'il arrive, dans 2 ans, tu pars. Donc tu as intérêt plutôt à bosser et à essayer de gagner plus. Donc ça, vous éliminez la trappe à bas salaire
que l'on crée souvent avec les effets de seuil. Et en plus, comme vous avez libéralisé le marché, derrière, bah, vous avez beaucoup de logements qui ont été créés. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez que je suis un idéaliste un peu idiot, pardon, la dernière chose à voir, c'est effectivement la répartition entre. Enfin, si vraiment il y a un problème de logement social et qu'on ne veut pas le régler par des voies libérales comme ce que j'ai indiqué, bah, dans ce cas, il faut s'inquiéter et se dire, est-ce qu'on veut que les locataires soient prioritairement des gens, des Français, ou est-ce que c'est ouvert à absolument tout le monde, y compris les étrangers? Mais dans ce cas, bon, moi, ça me paraît surprenant. Donc, je vous dis, la voie libérale, à mon avis, règle tous ces problèmes totalement. Dites-moi ce que vous pensez de mon idée ou du moins de ce que je vous ai montré. En tout cas, merci. Peut-être que vous me prenez pour un idéaliste. N'hésitez pas à dire que je suis un idéaliste imbécile. Ou peut-être que vous voyez, vous, d'autres façons de régler le problème. N'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.